Le sujet de la retraite en France fait souvent débat. On entend beaucoup parler des différentes réformes, de l'âge de départ, de la retraite par répartition, capitalisation, etc. Dans cette vidéo, nous expliquons comment fonctionne la retraite en France, ainsi que quel est son état. Avant de plonger dans le cas français, nous allons expliquer la différence entre retraite par répartition et capitalisation de manière générale. La retraite par répartition repose sur la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui paient les retraites d'aujourd'hui. Plus précisément, lorsqu'on est actif, nous payons sur nos salaires différentes cotisations qui servent à payer les retraites d'aujourd'hui. Il y a donc un transfert d'argent des actifs vers les retraités. Dans ce système par répartition, les actifs ne mettent pas directement de l'argent de côté pour leur propre retraite. Ils s'ouvrent uniquement des droits à avoir une retraite plus tard. Pour les actifs d'aujourd'hui, leur retraite sera payée par les actifs de demain. Le système par répartition est majoritaire en France, à quelques exceptions près. Nous reverrons ça dans la suite. Il y a plusieurs avantages et inconvénients sur ce système par répartition. Je cite les principaux de mon point de vue. Le premier avantage est la mise en place rapide. Pour un État, la mise en place de la retraite par répartition peut se faire immédiatement. Un État ne disposant pas de système de retraite peut décider de taxer immédiatement les actifs pour financer les retraités. Pas besoin d'accumulation de capital. Un deuxième avantage est qu'on crée une société avec une solidarité intergénérationnelle. En effet, les actifs d'aujourd'hui aident leurs aînés. Ensuite, ces actifs seront aidés par les actifs de demain, etc. Un troisième avantage, qui peut être également un inconvénient, est que l'argent pour les retraites ne dépend pas des marchés financiers, actions et obligations. Ce système de retraite est résistant aux différentes crises financières. C'est également un désavantage car il y a beaucoup de périodes où les rendements obtenus sur les marchés financiers sont très avantageux. La retraite par répartition se prive de ce potentiel de croissance. Enfin, le dernier avantage, qui est également un inconvénient, est que le système par répartition est dépendant de l'augmentation des salaires. En France, nous le verrons par la suite, plus les salaires augmentent et plus le système de retraite est soutenable. Globalement, le système de retraite par répartition dépend de l'augmentation des salaires et les systèmes par capitalisation que nous verrons après dépendent de la croissance des marchés financiers. Dans les inconvénients, on a que le système par répartition est très dépendant de sa démographie, c'est-à-dire le nombre de personnes en emploi contre le nombre de personnes retraitées. Plus il y a d'actifs pour les retraites, moins chaque actif a besoin d'être prélevé. Et inversement, s'il y a moins d'actifs par retraité, l'État prélève plus par actif. Nous le verrons dans la vidéo, la démographie actuellement est plutôt en défaveur pour la France. Ceci étant dit, le système de répartition n'est absolument pas un système de Ponzi comme on peut l'entendre. Il n'y a pas besoin d'un nombre exponentiel de nouveaux actifs pour financer les retraites. On peut très bien avoir un système de répartition fonctionnel avec une population qui stagne en nombre. Il faut juste qu'elle soit bien répartie entre les tranches d'âge. Enfin, le dernier inconvénient est que le système par répartition, mis en place par les États, dépend des politiques. Les modalités peuvent ainsi souvent changer. La retraite par capitalisation fonctionne différemment de la retraite par répartition. Un salarié, durant sa vie active, investit une partie de son argent sur les marchés financiers pour se faire un capital. Ce capital grossit avec le temps, avec l'argent que l'actif met de côté, mais également avec la croissance des marchés financiers. Une fois arrivé à la retraite, l'actif pioche dans ce capital accumulé pour se verser des montants pour sa retraite. Précédemment, nous avons montré le principe général, mais en pratique, l'actif ne gère pas sa retraite seul. Du moins, il n'est pas obligé. Globalement, les actifs d'un pays qui utilise la retraite par capitalisation mettent de l'argent de côté dans un fonds de pension, qui lui investira l'ensemble des montants sur les marchés financiers. Une fois la retraite, les retraités choisissent avec le fonds de pension la méthode pour leur rémunération pendant leur retraite. Dans ce mode de retraite, la retraite est complètement dépendante du montant que vous avez accumulé lors de votre vie active. Le premier avantage est que la retraite par capitalisation n'est pas dépendante de la démographie, du moins pas de la démographie locale du pays. En effet, les gens mettent de côté pour leur retraite à eux. J'ai dit dépendant de la démographie locale car nous pouvons imaginer que dans un monde où la démographie stagne ou décroît, alors la croissance des marchés financiers n'est peut-être plus assurée. Le deuxième avantage, qui est également un inconvénient, est que le montant de la retraite est très dépendant de la performance du marché financier. En cas de crise financière, des pertes peuvent être à prévoir. Le troisième avantage est la capacité d'investissement via ces fonds de pension. Les fonds de pension cumulent beaucoup d'argent qu'ils doivent placer. Cette somme peut servir à financer une filière innovante ou prometteuse. Un inconvénient supplémentaire est que ce mode de retraite est long à mettre en place. Il faut que les personnes puissent avoir accumulé de l'argent pendant l'ensemble de leur vie active. Un État ne peut pas mettre en place ce système-là du jour au lendemain. Les États ne sont pas obligés d'avoir l'un ou l'autre des systèmes de retraite. Beaucoup de pays ont les deux, par exemple les États-Unis. Maintenant que nous avons défini ce qu'était le système par répartition et capitalisation, regardons comment fonctionnent les retraites en France. En France, il y a 3 niveaux de retraite. Le premier niveau de retraite est la retraite dite de base. Elle est obligatoire. Dépendamment de là où vous travaillez, la caisse qui gère votre retraite n'est pas forcément la même. Pour les salariés du privé, la retraite de base est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV. Pour le monde agricole, c'est la Mutualité sociale agricole, MSA. Pour les fonctionnaires d'État, c'est le service de retraite de l'État, SRE. Il y en a évidemment bien d'autres.
Les réformes des dernières années ont essayé de simplifier tout ça en regroupant plusieurs caisses de retraite en une. Si vous avez changé de domaine, par exemple, vous étiez fonctionnaire, puis agriculteur, puis salarié du privé, vous avez alors cotisé à 3 caisses différentes qui vous donneront chacune une retraite en fonction du nombre d'années de cotisation. Le deuxième niveau de retraite sont les retraites dites complémentaires. Ces retraites sont également obligatoires. Elles complètent la retraite de base. Comme pour la retraite de base, plusieurs caisses existent en fonction de votre travail. Agicarco pour le privé, régime de retraite complémentaire obligatoire pour le secteur agricole, retraite additionnelle de la fonction publique RAFP pour les fonctionnaires d'État. Évidemment, d'autres caisses existent. Enfin, le dernier niveau, qui n'est pas obligatoire, est la retraite dite surcomplémentaire. Globalement, vous mettez de l'argent de côté par vous-même. L'État a mis en place de la fiscalité avantageuse, globalement de la déduction fiscale pour payer moins d'impôts sur le revenu pour certains plans d'épargne. Il y a par exemple le PER, PERCOL, PERO, etc. Ces dispositifs ont quand même un coût pour la collectivité. En effet, les personnes qui mettent de l'argent sur ces livrets paient moins d'impôts sur le revenu. En France, la retraite de base et la retraite complémentaire sont par répartition. Une exception pour les fonctionnaires d'État où la retraite complémentaire, avec la RAFP, est par capitalisation. Les retraites surcomplémentaires sont par capitalisation. Le but de la vidéo n'est pas de déterminer ce qui est mieux entre la capitalisation et la répartition. Ici, nous faisons que l'état des lieux de la situation en France. Pour le calcul de la retraite de base et pour savoir quand est-ce qu'on peut partir, plusieurs paramètres entrent en jeu. L'âge de départ minimum. En France, actuellement, nous ne pouvons pas partir avant 64 ans, sauf cas particulier, carrière longue, handicap, etc. Le nombre de trimestres de cotisation. Sur la dernière réforme, c'est monté à 172 trimestres, soit 43 ans de cotisation. Il y a également un âge maximum pour lequel on peut partir à la retraite sans avoir fait tous ces trimestres, soit 67 ans. Si on n'a pas tous ces trimestres, la retraite sera plus basse. Pour le calcul de la retraite, on utilise le salaire moyen des 25 meilleures années pour le privé. Dans la fonction publique, je crois que c'est les 10 meilleures années. Une fois qu'on remplit ces paramètres, on peut calculer la retraite de base qui correspond à 50% du salaire moyen sur les 25 dernières années, fois le nombre de trimestres sur 172. Moins on a fait de trimestres de cotisation, moins on a de retraite, et si on a plus de trimestres que nécessaire, on a alors une surcote, c'est-à-dire qu'on a une retraite un peu plus haute. Point important, les retraites de base sont revalorisées en fonction de l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Pour la retraite complémentaire, ça fonctionne un peu différemment. Ici, je prends l'exemple d'Argicarco, la complémentaire retraite du privé. Il y a les mêmes critères d'âge de départ et de nombre de trimestres, mais la retraite est dite à point. Ça reste une retraite par répartition. Globalement, au lieu de regarder le salaire moyen sur X années, 25 meilleures années pour le privé, le salarié cumule des points en fonction de son salaire. Un point vaut un certain nombre d'euros. Actuellement, pour Argicarco, le point est à 1,40 €. La retraite annuelle est donc le nombre de points fois la valeur du point au moment où vous partez à la retraite. Les retraites complémentaires ne sont pas obligatoirement revalorisées en fonction de l'inflation. Le mode de gouvernance est différent par rapport aux retraites de base, mais nous verrons ça juste après. Pour les retraites surcomplémentaires, deux paramètres entrent en jeu. La fiscalité du plan d'épargne choisi et le montant versé. La retraite que vous percevez avec la retraite surcomplémentaire dépend des montants disponibles à votre retraite, c'est-à-dire les montants versés plus les potentielles plus-values sur vos investissements. La gouvernance des systèmes de retraite n'est pas le même pour tous. Pour la retraite de base, c'est l'État qui décide de l'ensemble des modalités via la loi et les réformes. Pour la retraite complémentaire, l'État fixe l'âge de départ et le nombre de trimestres. Ce sont les mêmes que la retraite de base. Cependant, le montant du point, les différentes revalorisations sont fixées par l'organisme complémentaire lui-même. Si on prend le cas de Argicarco, la gouvernance est effectuée par les syndicats patronales et salariales. Pour la retraite surcomplémentaire, l'État fixe les modalités de fiscalité et les différentes conditions de déblocage. Le reste est déterminé par votre contrat sur votre plan d'épargne, donc dépendant de la banque par laquelle vous passez. Le financement des retraites de base et complémentaires se fait par plusieurs moyens. Certaines charges salariales et patronales sur les salaires, des subventions de l'État, globalement le budget de l'État c'est l'impôt sur le revenu et la TVA, et si le régime sont déficitaires, de la dette. Globalement, les charges sur les salaires sont la retraite complémentaire, l'assurance vieillesse et la CSG. Dans la précédente vidéo sur cette chaîne, nous avons déjà parlé des charges patronales et salariales. Je ne vais pas revenir en détail dans cette vidéo sur ces sujets, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder la vidéo, ça me ferait très plaisir. Depuis les années 90, de nombreuses réformes ont eu lieu sur les retraites. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'elles, on va juste regarder les différents décalages de l'âge de départ qu'il y a eu. En 1993, le gouvernement Balladur décale le nombre d'années nécessaires de 37,5 à 40 années. 10 ans plus tard, en 2003, le gouvernement Fillon décale d'un an supplémentaire pour 41 années de cotisation. 7 ans après la réforme Fillon, une réforme de 2010 ajoute une demi-année supplémentaire de cotisation pour porter le nombre d'années nécessaires à 41,5. Enfin, en 2014, la réforme Touraine décale de 1 an et demi l'âge de départ pour le porter à 43 ans. La dernière réforme mise en place par le gouvernement Borne accélère uniquement la mise en place de la réforme Touraine, qui devait se faire progressivement.
Évidemment, à chacune de ces réformes, d'autres critères ont changé, comme la prise en compte de la pénibilité, etc. Ce décalage intervient pour essayer de stabiliser le système des retraites. Il y a de moins en moins de cotisants pour le nombre de retraités, ce qui demande des ajustements que nous verrons par la suite. Une réforme très importante était celle de 1993. Au-delà du fait du décalage de l'âge de départ, deux autres points très importants ont été modifiés. Le premier est que les retraites sont indexées sur l'inflation et non sur l'évolution des salaires. Ces dernières années, l'inflation monte moins vite que les salaires. Dans le monde idéal, ça veut dire que les retraités ne perdent pas de pouvoir d'achat, mais ne gagneront jamais de pouvoir d'achat s'il y a de fortes croissances dans le pays. Cette mesure permet donc de baisser la charge des retraites. Le deuxième point est que les retraites du privé sont calculées sur les 25 meilleures années et non sur les 10 meilleures années comme auparavant, ce qui diminue également le montant des retraites. Toutes ces mesures en 1993, le décalage de l'âge, la retraite indexée maintenant sur l'inflation et non sur l'évolution des salaires, les retraites qui sont calculées sur les 25 dernières années et non 10 auparavant, ont été faites pour anticiper un système potentiellement déficitaire des retraites. Sur ce graphe, on voit l'augmentation des salaires en orange et l'augmentation des retraites en bleu de l'année 2005 à 2022. Du fait de la décorrélation des retraites sur l'augmentation des salaires, on voit que les salaires augmentent légèrement plus vite que les retraites sur ces années-là. Globalement, une augmentation de 35,6% entre 2025 et 2022 pour les retraites et une augmentation de 37,2% sur la même période pour les salaires. Cette décorrélation permet de diminuer le poids des retraites. Faisons maintenant l'état des lieux du système de retraite français. Pour cette partie, je me base sur les données et les graphes de deux rapports. Le premier est celui de l'adresse, qui chaque année fait un point sur les retraites en France. Le deuxième est celui de la Cour des comptes de février 2025, commandé par le Premier ministre Bayrou. Sur ce graphique, nous regardons le nombre de cotisants en bleu et de retraités en orange en milliers sur les années 2004 à 2022. Les deux effectifs croient tous les deux, un peu plus fort pour les retraités. En 2022, nous avions 30 millions d'actifs pour 18 millions de retraités. Ici, les effectifs regardés sont ceux de tous les régimes de base et complémentaires. Si on regarde le ratio de nombre de cotisants par retraité, on voit que depuis les années 2004, le ratio a baissé pour atteindre un plus bas en 2019, puis remonte ces dernières années. Cette remontée est due principalement à la réforme Touraine qui se met en place au fur et à mesure. Maintenant, si nous regardons la pension nette moyenne que touche un retraité, elle est de 75% du salaire moyen pour les hommes, pour les femmes uniquement 46,6% et pour l'ensemble de la population, elle est d'environ 60%. Ici, nous avons regardé les pensions de droit dits directs, c'est-à-dire les personnes bénéficiant de leur retraite. Il existe les droits indirects qui sont les personnes qui perçoivent dans certains cas la retraite de leur mari ou femme par exemple décédée. En regardant le niveau de vie médian en 2022, c'est-à-dire le salaire disponible par an après les différents impôts, on voit que les salariés ont un niveau de vie légèrement supérieur aux retraités. On voit que si on prend l'ensemble de la population, le niveau de vie des retraités est quasiment égal. 23 930 € pour les retraités et 24 330 € pour l'ensemble de la population. Dans ce calcul, il n'est pas pris en compte que les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement que les autres ensembles de la population. Ils ont donc moins de charges en moyenne de logement. Également, ce qui n'est pas pris en compte dans ce calcul, c'est que les retraités ont souvent moins d'enfants à charge que le reste de la population. Une dernière chose, pas pris en compte, ce sont les revenus annexes du patrimoine qui peuvent être supérieurs pour les retraités. Si on prend tout ça en compte, les retraités ont un niveau de vie médian supérieur au reste de la population. Ça reste un niveau de vie médian. Bien évidemment, il y a de nombreux retraités pour lesquels la vie est très dure. L'âge de départ à la retraite est dépendant des politiques des pays. Dans l'Europe, on voit que la France est dans la fourchette basse. En moyenne, dans l'Union européenne, l'âge de départ à la retraite est à 63 ans et demi, alors que l'âge moyen en France de départ à la retraite est de 62,6 ans. En vue des différentes réformes, l'âge moyen de départ à la retraite en France va augmenter ces prochaines années pour aller vers 64 ans. Sur ce graphique, nous avons en bleu les financements des retraites et en rouge les dépenses pour l'année 2023. Ici, on regarde pour l'ensemble des régimes de retraite. Pour cette année, on voit que le système a été excédentaire de 8,5 milliards d'euros. Dans les financements, on retrouve majoritairement des cotisations sociales. Deux points sont intéressants à noter sur les recettes. D'abord, on voit 45 milliards de contributions de l'État au régime de ses fonctionnaires. Cette ligne peut être prise par certains comme un déficit caché du système. En effet, pour certains, l'État viendrait compenser le manque d'équilibre du système par une subvention. Pour d'autres, ces 45 milliards ne sont absolument pas un déficit, car ils sont l'équivalent de la contribution employeur pour ses fonctionnaires. La Cour des comptes, dans son rapport, a statué que ce n'était pas un déficit caché et que ça respectait les normes comptables. À chacun de se faire son avis. Le deuxième point intéressant est la contribution de 7,6 milliards pour les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux étant pour la majorité supprimés, vont avoir de moins en moins de cotisants pour payer les retraites. En effet, dans ces régimes spéciaux, vu qu'ils n'existent plus, plus aucun nouveau cotisant ne peut être recruté pour financer leur retraite des retraités de ces régimes spéciaux. Par exemple, le régime de la SNCF, les nouveaux cheminots ne sont plus rattachés au régime spécial SNCF, donc les nouveaux cotisants ne financent plus les retraites SNCF directement. Ainsi, l'État compense ce déséquilibre. Cela va durer plusieurs années au niveau des régimes spéciaux, le temps que les derniers retraités de ces régimes décèdent.
Sur ce nouveau graphique, on peut voir le solde du système des retraites avec les rectangles en vert. On remarque que le régime des retraites était déficitaire jusqu'aux années 2017-2018, puis est redevenu excédentaire depuis, exception faite pour l'année Covid de 2020. Lorsque le système est déficitaire, il faut le refinancer et pour ça, on le finance par la dette. Si on regarde les différentes réserves des caisses de retraite, on voit que la situation n'est pas la même pour toutes. Agicarco a de très bonnes réserves, alors que certains régimes n'en ont aucune. La RAFP, qui est en vert, ce sont des fonds par capitalisation, c'est un peu différent. La dette des retraites est gérée par la CADES. On voit qu'actuellement, le système de retraite a quasiment 40 milliards d'euros de dette. Accumuler de la dette pour la retraite revient à faire payer les générations futures pour le système de retraite actuel, ce qui n'est pas vraiment dans l'esprit du système par répartition, où c'est normalement les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites d'aujourd'hui. Sur ce tableau, on regarde les projections du système pour les dépenses et les recettes du système des retraites pour 2025, 2035, 2045, avec deux hypothèses de gain de production, 0,7% par an et 1% par an. Dans les deux scénarios, sans changement, le système est déficitaire sur ces 3 années. Ces projections expliquent pourquoi le sujet des retraites est en train de revenir. Le système actuel va redevenir déficitaire dès 2025. Une raison majoritaire des futurs déficits du système des retraites est la démographie. Sur les projections, on voit que dans les années à venir, le ratio cotisant par retraité va largement diminuer pour atteindre un plus bas à 1,55 pour 2045. Ça reste des projections et ils partent de principe si rien ne bouge et que la démographie reste telle qu'elle, nous atteindrons un plus bas en 2045. Quels sont les leviers que peut utiliser l'État pour améliorer la soutenabilité du système des retraites? Les deux premiers sont de jouer avec les paramètres actuels de départ, c'est-à-dire augmenter le nombre de trimestres de cotisation nécessaires ainsi que l'âge de départ. Augmenter ces paramètres permet d'augmenter le ratio cotisant par retraité. Ce type de changement est en général très mal perçu par la population. Deux autres leviers sont, pour le premier, d'augmenter les prélèvements sur les cotisants afin d'augmenter les recettes. Avec cette méthode, ce sont les salariés qui paient. Le deuxième levier est de sous-indexer les retraites, ce qui permet au fil du temps de moins dépenser pour les retraites. Dans ce cas, ce sont les retraités qui font l'effort pour redresser la balance des retraites. Un autre levier possible est de baisser le niveau du chômage en France. En effet, plus il y a de personnes qui travaillent, plus il y a de personnes qui cotisent, ce qui améliore mécaniquement le système des retraites. Cette méthode, pourtant moins douloureuse pour les cotisants et pour les retraités, n'est que peu évoquée dans le débat public. Si nous atteignons 4% de chômage et non 7% comme actuellement, le système des retraites n'aurait pas ou peu besoin d'être réformé. Le dernier levier, qui est beaucoup utilisé par manque de réforme politique, est l'endettement. Globalement, le manque de réforme est laissé comme un fardeau aux générations futures qui devront gérer cette dette. Laisser le système déficitaire et s'endetter est beaucoup moins dur politiquement que d'assumer des changements. Le sujet des retraites va être un sujet qui va revenir sur la table les prochaines années, car le système, comme on l'a vu, va être déficitaire très prochainement. Les réformes à adopter sont de l'ordre du politique. Ce n'est pas le but de la chaîne de déterminer quelle réforme est meilleure qu'une autre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des remarques. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Merci de votre écoute, à bientôt.